Salut, c'est 101%. Le vendredi, c'est n'importe qui et aujourd'hui, c'est moi, Daniel Bisson-Chaillé, Game Director sur Tomb Raider. Le sommaire d'aujourd'hui, c'est les sorties animées manga, dont Temps perdu, The Place to Be, Les oubliés de la préhistoire et tout de suite, les news. Pour la fin du monde manquée de la fin 2012, Ubisoft s'est offert avec son studio Redlings un petit délire en forme de DLC. Intitulé Riders of Doom et destiné à l'excellent Trials Evolution, ce dernier téléchargeable pour 400 points Microsoft propose un nouvel environnement, les sables géants. Il comprend 40 nouveaux circuits répartis dans différentes catégories. 20 courses, 10 jeux d'adresse, 5 pistes multijoueurs et enfin 5 tournois. Un challenge bien corsé attend donc les fans, même si certains circuits s'avèrent tout à fait accessibles. De quoi satisfaire les amateurs avides de nouveautés, qui n'auront su se contenter des quelques 200 000 pistes conçues par les joueurs à l'aide de l'éditeur de niveau, qui s'enrichit d'ailleurs avec ce DLC de nouveaux objets. Ah, et puis vous aurez aussi droit à une nouvelle moto, la Banshee. Du tout bon à conseiller aux joueurs qui en veulent toujours plus. Might and Magic Clash of Heroes est un mélange entre un jeu de rôle et un puzzle game qui s'était distingué par son système de combat au tour par tour et son esthétique cartoon bien différente des autres titres de la licence. Après une version DS sortie début 2010 chez nous, puis PC et dématérialisé fin 2011, le jeu d'Ubisoft revient avec ses quelques images pour annoncer une sortie sur iOS à la fin du mois de janvier. Le concept de Lost Cubes n'est certes pas inédit, mais son esthétique toute mimi fait qu'il s'en dégage à première vue un certain charme. Vous devrez relier des paires de blocs, symbolisant chacun un élément comme l'air, le feu, etc., par des lignes sans jamais croiser les effluves, vous savez ce qu'on dit. Le joueur est donc un doigt salvateur, pour ne pas dire messianique, qui va permettre de sauver 2 planètes en perdition, tout du long des 400 niveaux gratuits de Lost Cubes. Pour les accros du jeu, dans le style de Flow Free, voici de quoi s'occuper facilement durant les transports pendant un petit moment. C'est un problème logistique qui est responsable de l'une des mauvaises nouvelles de ce début d'année. Attention, rien de grave. Le RPG tout en cel shading de Level 5, Ni no Kuni, a en effet vu sa sortie repoussée d'une petite semaine. Il ne sortira donc que le 1er février et non le 25 janvier, comme initialement prévu. La faute à des problèmes de livraison entre les US et l'Europe. Pour se faire pardonner, Namco Bandai Games offrira aux acquéreurs du jeu un petit DLC gratuit qui se matérialisera sous la forme d'un familier, le Como domestique, qui suivra Oliver dans son périple. Avec un peu de chance, si le jeu est encore repoussé de quelques jours, on aura droit à un artbook Ghibli, le studio d'animation japonais ayant collaboré à la création de Ni no Kuni, et à la BO de Issei Shijo. Souvent, on me demande d'où est venu l'intérêt d'aller faire des jeux vidéo. Bon, ça fait plusieurs années que je fais déjà des jeux maintenant. J'ai joué à beaucoup de jeux sur Atari, sur Commodore 64 et ça, mais ce qui a vraiment marqué, ce qui m'a vraiment été un point marquant pour moi, c'était Zelda sur Nintendo. C'était quelque chose en jouant qui m'a ouvert justement l'esprit vers la culture japonaise, à quel point ils pouvaient être libres de créer des choses en jeux vidéo qui étaient magnifiques, des mondes, tout l'imaginaire en fait, se retrouver sous forme d'image. J'étais avec mes amis puis on été éblouis par la profondeur en fait de Zelda. Et à l'époque, bon, je suis québécois. À l'époque, on avait des Rémi, on avait des Belle Sébastien, des Albator, Goldorak, des animés comme ça qui jouaient, qui ont marqué mon enfance. Mais à partir des Zelda, à partir des jeux comme ça, on a eu comme un intérêt à aller vers la culture japonaise et on a commencé à regarder des choses un peu moins connues au Québec à l'époque, dont entre autres Akira, qui était vraiment une révélation pour nous. Et c'était un peu le fil conducteur qui m'a emmené dans le jeu vidéo. Donc, on regarde maintenant les sorties animées manga. Depuis leur premier long métrage, Toy Story sorti en 1995, les studios d'animation Pixar ont connu de nombreux succès. À cela, pas de formule magique, mais une équipe toujours prête à relever des défis techniques, soudée derrière des réalisateurs talentueux. John Lasseter, Brad Bird, Pete Docter, autant de personnalités fortes, mais souvent peu connues du grand public. Le rachat du studio par Disney en 2006 avait fait craindre aux fans un tournant vers des mises en scène plus classiques et la perte de l'esprit Pixar.
Si Wall-E ou Lao se sont relevés rassurants, le décevant Cars 2 a été quant à lui source d'inquiétude. Rebelle, la dernière création du studio, est sortie en Blu-ray et DVD en décembre, et malheureusement, elle n'améliore pas vraiment cette tendance. L'histoire se déroule dans l'Écosse des Highlands et met en scène Mérida, l'intrépide fille du roi Fergus. Forcée par sa mère d'accepter un prétendant, Mérida va s'opposer à cette vie toute tracée et va sans le savoir perpétuer la malédiction de Mordu, l'ours mangeur d'hommes. Starving. You hungry too, Angus? Oh, citizen. Je suis Mérida, fille et première descendante du seigneur de Dunbro. C'est pour obtenir ma propre main que j'entends participer à ce tournoi. Mais qu'est-ce que tu fais? Dans Rebelle, c'est la beauté du spectacle qui frappe en premier. Paysages et végétation écossaise y sont recréés avec un réalisme 3D impressionnant, tout comme la chevelure rousse et bouclée de l'héroïne. Quant à la musique envoûtante de Patrick Doyle, elle nous transporte littéralement dans cet univers rude et mystérieux. Mais le deuxième choc, narratif cette fois, arrive un peu plus tard, lorsqu'après un tiers épique, le film opte pour une mise en scène très comédie slapstick. S'enchaîneront alors des séquences de bagarres entre clans, de pitreries des frères de Mérida ou de poursuites burlesques à travers le château. Détail plus gênant encore, on notera des similarités avec le film Disney Frères des ours. Quant à la morale de l'histoire, qui insiste sur la culpabilité éprouvée par l'héroïne, elle laissera un arrière-goût désagréable. Il faut rappeler que la réalisatrice d'origine du film était Brenda Chapman et qu'elle a quitté ce poste en cours de route. On peut s'interroger sur les différents artistiques qui ont pu la pousser à prendre cette décision. Last time I did this was for a prince. Easy on the eyes. Tight pants. He demanded I give him the strength of 10 men. And he gave me this for a spell. A spell that would change his fate. Heureusement, ces problèmes internes n'ont pas eu d'effet sur l'aspect technique du film, qui propose un transfert image HD tout numérique absolument parfait, ainsi que des VOVF sur 7.1 canaux. Le doublage français avec la comédienne Bérénice Bejo dans le rôle titre est de bonne facture, même si on perd les différents accents écossais. Répartis sur 2 Blu-ray, les bonus comprennent 2 courts-métrages inédits, La Luna et la légende de Mordu, le commentaire audio du réalisateur et du co-réalisateur, un making-of, une galerie d'images et de tests d'animation, ainsi qu'un prologue alternatif et plusieurs scènes étendues. Ces bonus, intéressants au demeurant, passent largement sous silence les problèmes de production. Tout au plus voit-on le scénariste avouer quelques difficultés rencontrées quand, au final, plus de 100 scènes ont été coupées. Avec Rebelle, on attendait de Pixar une histoire médiévale au souffle épique, et on en ressort avec un film un peu bancal. A key? You don't want it? Yes, I want it. You're sure? If I give this to my mom, it will change my fate. Oh, On espère sincèrement que les prochaines créations du studio californien ne souffriront pas des mêmes carences. Car si l'excellence technique a son importance, il faut avoir aussi et surtout une histoire à l'alchimie parfaite. oh. What was that thing about the spell? Did you say something about the spell? Dans la ville, Karine et Yuzu déambulent. Ces 2 sœurs, au caractère bien différent, vivent des aventures très étranges. C'est en novembre dernier que Ki-hoon a sorti Logi, une nouvelle série destinée au très jeune public. Celle-ci s'inscrit dans la lignée de Kami-sama du même auteur. La ressemblance ne s'arrête d'ailleurs pas là, puisque ces 2 titres ne sont pas sortis au Japon et ont été créés spécifiquement pour le marché français. Logi se lit d'ailleurs dans le sens occidental et pour une fois, ce n'est pas une hérésie puisqu'il a été dessiné ainsi. Sur ce titre, l'éditeur Ki-hoon joue d'ailleurs la carte du grand public avec par exemple une prépublication dans le journal de Mickey. Ce premier volume est divisé en 9 chapitres pleins de bonne humeur. Il raconte diverses tranches de vie avec chacun une histoire indépendante. La fantaisie y côtoie l'absurde pour nous offrir des contes gentillets mais pleins de rebondissements. L'auteur Kotobuki Keisuke est sur tous les fronts puisqu'on le retrouvera à la fois au scénario, au dessin et à la couleur, le point fort de cette série. Le dessin, extrêmement sobre, sera diversement apprécié.
Certains trouveront cette simplicité rafraîchissante, tandis que d'autres pointeront du doigt les arrière-plans un peu vides. En quatrième de couverture, l'éditeur compare carrément Logi à du Miyazaki. C'est bien sûr très exagéré, mais ce titre saura séduire sans problème les plus jeunes. Une belle découverte donc pour le petit ou la petite dernière. Bon, après quelques années, quand on fait des jeux à gros budget, quand on travaille énormément sur des productions de longue haleine, on se retrouve à un moment donné très vidé au niveau d'inspiration, au niveau de « bon, qu'est-ce que je peux faire de différent? » Et là, soudainement, il y a quelques années, j'ai découvert justement des sites comme Armor Games, des sites de jeux, en fait, des petits jeux flash, où ce que les gens qui viennent d'un peu partout dans le monde font des petits jeux avec des mécaniques complètement nouvelles, éclatées, imagination un peu folle. Moi, c'était pour moi une découverte en fait dans le domaine du jeu vidéo, ce que je pouvais m'inspirer, aussi des jeux comme Coma, des petits jeux comme ça, Flash, très simples, mais qui donnent énormément d'inspiration, d'influence, et pour moi, c'était un autre point marquant dans ma carrière, de regarder ces genres de petits jeux-là, pour vraiment m'inspirer, et aujourd'hui, bon, j'utilise ces inspirations-là dans mon travail de tous les jours. Donc voilà, maintenant, c'est temps perdu. Bonjour! Les soldes, c'est le moment pour vous, amis pauvres, d'aller vous piétiner les uns les autres en espérant pouvoir dépenser ce qu'il vous reste pour acheter ce dont les plus riches n'ont pas voulu. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu! Sur le net, si on aime un peu moins les jeux vidéo ces temps-ci, par contre on aime les bêtes. Attention, je ne parle pas ici de votre tante Janine, d'un manifestant inculte ou encore même des membres d'un quelconque parti politique. Non, je parle ici des vraies bêtes, celles qu'on en a à 30 millions de copines. Il suffit d'ouvrir une quelconque plateforme de vidéo en ligne, ou d'allumer la télé sur une chaîne qui a la flemme de faire ses propres programmes, pour s'en rendre compte. Des chats à gogo, des chiens t'en veux pas t'en auras, et des bébés qui, vu ce qu'ils ont à dire et ce qu'on leur fait faire, doivent être considérés par leurs propriétaires comme les autres machins à quatre pattes suscités. Et même dans les jeux vidéo de le web, on aime les bêtes. Prenez par exemple Take a Walk. Eh bien là, les développeurs, ils aiment les piafs. Bah oui, parce que si vous réussissez à faire votre balade sans vous prendre les pieds dans le tapis, il y a plein d'oiseaux trop mignons qui viennent vous gazouiller dans les tympans. Si par contre vous avez le malheur de vous cogner dans un truc, les piafs, ils se cassent. Et ça nous rend tout malheureux. Et regardez, le célébrissime John Cooney. Ça fait des plombes qu'il nous sort des jeux avec son éléphant bleu. Même qu'il essaie de nous en vendre des peluches. Cette fois, son grand mammifère nauséeux doit attaquer un train. Ouais, je sais. Pour cela, il suffit de tirer comme un dératé sur le premier wagon qui se présente à vous sans discontinuer, jusqu'à ce que, fort logiquement, celui-ci explose joliment et vous laisse vous attaquer au suivant, et ce jusqu'au 100e et dernier wagon. Pour rajouter un peu de bonheur à tout ça, vous pouvez ramasser des armes et des armures pour customiser votre grosse bestiole, et surtout vous aurez à éviter les tirs des nombreuses tourelles défensives qui ne manqueront pas de venir vous pourrir la vie. En tout cas, c'est bien la preuve qu'à défaut d'être au top de la chaîne alimentaire dans la vraie vie, l'animal règne sur le web. Ah bah oui, parce que les lapins par exemple, c'est kawaii, mais ils ont quand même plus de chances de finir dans mon assiette que moi dans la leur. Et malgré ça, paf, pas manqué, ils sont sur le net. Ainsi dans Mushbits, vous devez diriger deux lapinous, un bleu et un rose, comme dans la vraie life, pour qu'ils puissent manger des champignons, eux aussi bleus et roses, ce qui va de soi, ou sans dire, ou n'importe quelle autre expression qui ne va pas tant que ça de soi, voire même sans dire. Mais elles sont bien embêtées les petites bêtes justement, parce que la rose ne peut marcher que sur des dalles de même couleur et la bleue pareil. Et en plus, lorsqu'elle marche sur une dalle, celle-ci passe au rose ou au bleu. Voilà. C'est bien, ça casse la tête mais c'est bien. Alors bon, des piafs, des éléphants, des lapinous, c'est du déjà vu me direz-vous. Mais sur la toile, on kiffe tellement les trucs à poil qu'on peut aussi trouver des animaux moins... qu'on voit pas tant que ça d'habitude. Comme les lamas. D'ailleurs, on les voit tellement pas souvent que moi je croyais bêtement qu'à part cracher sur les gens, ils faisaient pas grand chose d'autre les lamas. Mais là, c'est super! Grâce à l'amour des bêtes de l'internet, j'ai découvert qu'en fait, ils pouvaient inverser la gravité, balancer des lasers avec leurs yeux qui font peur, et même faire des doubles sauts que je me suis toujours demandé comment c'était possible. Alors du coup, respect les lamas. Après, sur la toile, on aime les bestioles, mais on aime aussi les bestioles qui n'existent pas, comme les Dibbles par exemple. Les Dibbles, c'est un peu comme les Lemmings. Ça avance tout droit, et puis ça tombe dans un trou.
Alors pour qu'ils ne tombent pas dans un trou et surtout pour que leur roi puisse manger un pain au chocolat, tranquille, pépère, sans se faire emmerder, eh ben on doit en sacrifier quelques-uns, comme dans la vraie vie aussi. Alors on place des pierres devant leur nez qui leur diront quoi faire, comme geler sur place, ou à l'inverse fondre sur place, ou s'arracher la tête pour que les autres puissent rebondir dessus. Mais attention les Dibbles, on aime tellement ça que depuis l'année dernière, il y en a un paquet qui sont sortis. Du coup, même si indépendamment on n'y perd pas tant de temps que ça, là, tout confondu, c'est la fête à la chocolatinoophagie et à la chronophagie. Ce qui tombe quand même super bien, vu qu'il faudrait tout de même ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus. Une chose dont je ne m'attendais pas lorsque je me suis lancé en jeu vidéo, parce que je me voyais surtout écrire des histoires, travailler sur des systèmes, travailler sur des règles et tout ça, mais une chose qui m'a un peu surpris lorsque je commençais en jeu vidéo, surtout un peu plus tard, c'est de voyager, de parler du jeu. La première fois que ça m'est arrivé, j'étais complètement saisi. J'arrivais pas à dire rien du jeu. Et pourtant, j'étais un passionné, j'adore ce que je fais, mais ça a été vraiment un choc pour moi de me déplacer justement à Londres, d'aller me déplacer à Paris, d'aller me déplacer à San Francisco. Bon, j'étais à Montréal, j'étais chez Ubisoft Montréal, donc je me déplaçais un peu partout. Et c'était wow! Je rencontre plein de gens, les gens sont emballés, les gens, ils veulent parler de moi du jeu. Et une fois que j'ai commencé à être moi-même, vraiment parler de ce que j'étais en train de faire, en fait, du travail, de toute l'énergie dont je dépensais, tout le sacrifice et tout ça que je faisais pour justement m'exprimer à travers les jeux. Soudainement, tout a commencé à être beaucoup plus facile et plaisant et c'était pour moi une découverte parce qu'on voyage, on rencontre plein de gens, des gens super passionnés et ça change notre vie. Donc aujourd'hui, je suis à Paris, je suis en train de parler un peu de mon expérience personnelle du jeu. Bon, je suis sur Tomb Raider. Hier, j'étais au musée de la chasse en train de parler avec des gens comme vous, des fans, avec aussi des journalistes du jeu. On est très fiers de ce jeu-là, beaucoup de sacrifices et tout ça. Et je suis fier d'en parler, d'être ici pour vous parler à vous. Donc demain, où est-ce que vous allez être? The place to be. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. T'as pris des pures résolutions pour 2013 et tu veux savoir comment faire pour les tenir? Bah t'arrêtes de faire le con et tu fais comme moi, tu te responsabilises. Par exemple, moi en 2013, je me suis dit que j'allais être sensible au problème de l'alcool au volant. Du coup, cette année, j'ai décidé de pas passer mon permis. Comme ça, tac, ciseaux. Et alors pendant que tu es en train de te rendre compte que ce que je viens de dire n'a pas vraiment de sens, on va partir à Nantes avec Serpirou qui nous a rapporté des images des Utopiales. Comme chaque automne, la ville de Nantes accueillait les Utopiales, le festival dédié à la fantaisie et à la science-fiction sous toutes leurs formes. Littérature, cinéma, illustration, jeux de rôle et jeux vidéo étaient à l'honneur de cette 13e édition qui se déroulait du 7 au 12 novembre 2012. Parmi les prestigieuses têtes d'affiche du festival, l'invité d'honneur n'était autre que Neil Gaiman, l'auteur d'American Gods, de Stardust, de Coraline et du comics Sandman entre autres. Nous étions présents lors de la conférence donnée par Monsieur Gaiman et son comparse, l'illustrateur et cinéaste Dave McKean, dont les travaux faisaient d'ailleurs l'objet d'une exposition pendant le festival. Neil Gaiman et Dave McKean sont également revenus sur leur relation de travail, avec à la clé une bonne nouvelle pour leurs fans français. Dave, drawing, painting, building, occasionally burning covers for stories of mine now for unbelievably 25 years. And I never get tired of having Dave make me look good, because he is the face that I get to present to the world so often, and it is always such a good and unique face. Marianne and Dave and I have hatched a plan that all of the Diablo Vauvert editions of my books will be coming out at some point. That was no date. With in a uniform edition, and Dave will design all of the covers, which is something that we wanted to do in England, but it never happened in England because Dave was just so busy at the time that it was needed. And so I'm really happy that France is actually going to be the first country in which I will get Dave McKean covers to my novels. Mais 25 ans de collaboration, c'est aussi parfois quelques conflits, notamment pendant la production de Mirror Mask que Dave McKean a réalisé. We have worked in every way, I think,
you can write as an artist-writer team, was the first time we had actually tried to write something together in the same room. My working method for writing is just to have an idea of where I am going and to sit down and to start writing and find out where it takes me. And Dave's working methods, particularly on films, I think is to plan it out ahead of time and not allow for chance. I think I don't mind chance actually, but I like chance along the way and during the process of doing it. When I'm actually writing it or planning it properly. I mean, I'm pretty sure that Neil has an idea of where he's going. I just need it to be more explicit. I just need the ending is the most important thing for me. I think if I've got an ending that is unusual and is worth not only the 2 hours it takes to get there watching the film, but also the 2 years it takes to make it, then I've got something. And also, if I've got a really good beginning, something that hooks you in and gets you going in the beginning, if I've got those two things, then I can fill in the middle almost at any time, and chance can take over. But that's what I need to feel safe. Neil Gaiman a également longuement parlé des thèmes récurrents dans son œuvre, notamment la notion de frontière entre le réel et l'imaginaire. The terrible thing for a writer, at least for me, is when people say, where does this come from? Because I feel like what they want is an origin story. You would like me to say, well, when I was 4 years old, I was bitten by a radioactive door. And the truth is, I don't know. This is where my mind goes. When I am left to my own devices, I wonder about things. And when the wondering becomes too large and too odd, I write it down. Aux côtés d'autres auteurs britanniques comme Alan Moore ou Grant Morrison, Neil Gaiman a également contribué à donner un second souffle aux comics américains à la fin des années 80. American comics writing had got very, very dull and very repetitive, and there was very little new happening. And it seemed when I spoke to people who wrote comics in America that all they read was comics. Whenever I would get together with Alan Moore or with Grant Morrison or with any of the UK people, Jamie Delano, when we would talk about things, we were talking about novels, we were talking about poetry we were reading, we were talking about strange old children's authors that we had just discovered from Victorian days. We were never talking about comics. And I think probably the biggest thing was that we were bringing influences from outside comics into American comics at a time when it was very stultified. But we all had a childhood love of comics and a feeling and just a belief that they could be better. Récemment, Neil a également contribué à une grande saga de la télévision britannique en écrivant un épisode de la série Doctor Who. La conférence était également l'occasion de revenir sur cette expérience. The Doctor's Wife began when I had dinner with Stephen Moffat, before Matt Smith had even been cast, before it had been announced that Stephen Moffat will be taking over. And during the course of the dinner, I was saying things like, you know, if somebody offered me the chance to write a Doctor Who, I'm sure I would jump at it. And eventually, Stephen Moffat said, oh, fuck this, for fuck's sake, you know that I'm going to be taking over, I know that you want to do one, let's just get on with this. So I wrote it and rewrote it and then it got bounced from one series to the next, so I had to start rewriting it again because it had just been the Doctor and Amy, and now it was the Doctor and Amy and Rory. And it was filmed, it came out, and everything, I think we were very lucky. I had the perfect director, we had the perfect cast. It just made me happy. It worked perfectly. Et pour conclure, Neil a également teasé une nouvelle aventure du Docteur écrite par ses soins. But that one actually did start with an email from Stephen Moffat, because Stephen had said, do you want to come back and do another Doctor Who? I said, I don't have time. You know, the Cybermen aren't really scary anymore. And when we were kids, the Cybermen were scary. Would you like to write an episode that makes the Cybermen scary again? And I'm like, oh yeah. Merci Serpirou. Le week-end du 12 et 13 janvier, t'as la 5e édition du Festival Japan Matsuri, un super event. Non, je déconne. Non, c'est pas bien, je suis taquin là, je fais de la private joke et tout, je remue le couteau dans la plaie et j'énerve tout le monde, c'est pas vrai, c'est pas bien, c'est pas 2013. Non, en vrai, t'as pas grand chose cette semaine, hein, si ce n'est Distant Worlds, Music from Final Fantasy,
qui se déroule donc le 12 et le 13 à Paris, et qui est en fait un concert dans lequel tu peux entendre des morceaux de FF. Alors par contre, fais gaffe, hein, parce que la place est ultra chère. Alors là, pour le coup, on n'est vraiment pas dans un délire The Place to be Free. Ce serait plus The Place to be Fucked. Mais bon, tu fais ce que tu veux avec tes sous. Voilà, c'est tout ce qu'on a en ce début d'année. Alors encore une fois, n'hésitez vraiment pas à nous faire part de vos initiatives, nous on en parle à la télé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec normalement un peu plus de choses à annoncer. Souvent, on me demande quels étaient les jeux qui ont marqué beaucoup ton enfance et tout ça. Aujourd'hui, j'ai mentionné Zelda précédemment, mais j'étais un grand fan des jeux de baston, moi et mes amis. À l'université, on tripait ces jeux de baston, petit côté compétitif. On tripait à fond. À l'époque, on jouait à Killer Instinct, comme tout le monde, à Mortal Kombat et tout ça. Mais un jeu qui, pas beaucoup de gens connaissent, qui est un peu quiche, qui est un peu pas super bon, mais pour nous, était vraiment intéressant. C'était Ranma & Me, un jeu de baston. On tripait sur l'animé, c'était vraiment trippant. On aimait beaucoup le côté humoristique et tout ça. Amené dans un jeu sur Super NES, taper sur des gros pandas et tout ça, on a vraiment eu un temps fou. Et c'était pour nous un moment que je me souviens aujourd'hui, mais personne ne connaît le jeu, personne ne connaît le jeu. Donc je vous invite maintenant à regarder Les Oubliés de la Playhistoire. Mes chers enfants, pour tout joueur normalement constitué, l'intérêt d'un jeu vidéo se trouve avant tout dans son gameplay et dans le plaisir qu'on a à l'utiliser. Mais la Playhistoire est une matière qui ne se soucie finalement que peu de la qualité ludique. Oui, PS3. Donc, selon toi, les futurs livres de Playhistoire devraient regorger de jeux oui. Très drôle. Non, la Playhistoire s'intéresse aussi aux logiciels qui sortent de l'ordinaire ou qui ont une histoire insolite à partager. Et l'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui concerne Circus Lido, un titre sorti en 1991 au Japon sur PC Engine. Il m'est déjà arrivé de la raconter dans un bouquin sur l'histoire des jeux vidéo, mais vous allez voir qu'elle méritait aussi un cours de Playhistoire à elle toute seule. Oui, iPhone. Non, iPhone, Circus Lido n'a rien à voir avec le célèbre spectacle parisien. Ici, pas de jolie danseuse au sein nu. On a plutôt droit à un caméléon doté d'une longue queue et d'une immense langue visqueuse. Et oui, on ne naît pas tous avec les mêmes organes. En fait, Circus Lido de l'éditeur japonais Unipost Company est l'archétype du logiciel sympa mais sans véritable charisme. Votre mission est d'éliminer tous les insectes qui se trouvent à l'écran pour passer au stage suivant. Ne pouvant pas sauter, votre animal pourra en revanche utiliser sa queue pour s'agripper aux lianes. Vous devrez ainsi avaler les nuisibles du niveau puis les recracher en direction des plantes carnivores qui se chargeront de les digérer. Ça ressemble un peu à du Bubble Bobble, mais l'éditeur a également tenté d'innover en apportant une bonne dose de casse-tête. Ces derniers sont particulièrement complexes et ils vous demanderont pas mal de jugeotes. Bref, Circus Lido est sympathique, mais peut-être trop ardu pour vraiment rester dans les mémoires. Cela dit, s'il mérite une place d'honneur dans la Playhistoire, c'est à cause de son statut qui a défrayé la chronique. Au début des années 2000, Circus Lido était considéré par les collectionneurs comme l'une des U-cards les plus rares de toute la ludothèque PC Engine. Venant d'un tout petit éditeur et sorti dans un relatif anonymat, il ne s'est vendu qu'à quelques centaines d'unités à sa sortie. Sauf que les années ont passé et qu'à la fin des années 90, il était quasiment impossible d'en dénicher un exemplaire dans les boutiques rétro du Japon. Sa cote a donc rapidement grimpé auprès des geeks désireux de posséder le full set PC Engine. D'ailleurs, si l'on nommait les titres en édition limitée ou offerts dans le cadre d'opérations promotionnelles, Circus Lido est longtemps resté comme le jeu vidéo le plus cher de l'histoire des sites d'enchères japonaises. Il s'est par exemple vendu jusqu'à 400 000 yens en l'an 2000, soit pratiquement l'équivalent de 4 000 € aujourd'hui. C'est pour cela que pendant plusieurs années, Circus Lido a donc représenté le Saint Graal et le but ultime de tout amoureux de la console. Sauf qu'en février 2001, coup de tonnerre dans la communauté des rétro-gamers. La cote de Circus Lido a subitement chuté et ce dernier ne valait plus qu'une quinzaine d'euros en occasion à Akihabara. Et oui mes chers enfants, aujourd'hui les historiens japonais parlent même d'un Circus Lido choc ou d'un crack Circus Lido chez nous. C'est de dire si le choc a été violent. Et franchement, je me mets à la place du pauvre mec qui a acheté son jeu à 4 000 € à l'époque. Il devait être aussi vert que son caméléon. Oui 3DS. Bah tu fais bien de demander, j'allais justement vous expliquer les raisons de son effondrement.
En l'espace de quelques jours seulement, le statut de Circus Lido est donc passé de jeu ultra collector à U-Card tout à fait quelconque. En général, la cote d'un jeu monte ou baisse en fonction de l'offre et de la demande. On peut donc en déduire que l'offre de Circus Lido est subitement devenue pléthorique. Avait-on retrouvé un grand stock de cartes quelque part dans la nature? Eh bien oui, c'est un peu ça. En réalité, et c'est ça qui est étonnant, le jeu était en fait à portée de n'importe quelle bourse depuis des années dans la version japonaise du plus grand site de vente en ligne du monde. Et oui, sauf que personne ne l'avait jamais remarqué. Cela dit, en 2001, à l'heure de la PlayStation 2 et de la Dreamcast, il n'y a normalement plus de jeux PC Engine à vendre sur ce site. Alors comment se fait-il que l'on trouvait encore des Circus Lido? En fait, les spécialistes de la PC Engine ont fini par retrouver une vieille publicité qui expliquait que, tenez-vous bien, l'U-Card serait vendu non pas dans les boutiques de jeux vidéo, mais dans les librairies. Oui les enfants, vous avez bien entendu, un jeu vidéo vendu en librairie. C'est vrai, c'est très étrange et personne aujourd'hui n'est en mesure de nous expliquer pourquoi cet éditeur n'est pas passé par une distribution et une diffusion dans les boutiques spécialisées. Toujours est-il qu'au final, Circus Lido était donc référencé comme un livre. Et comme l'éditeur n'avait visiblement pas détruit son stock d'invendus, il était toujours dispo, pour peu que l'on fasse l'effort de le rechercher et de le commander dans une librairie, comme n'importe quel bouquin en somme. Et vous l'avez compris, il aura suffi qu'un collectionneur japonais découvre et révèle cette incroyable vérité sur un forum de jeux vidéo pour que d'un seul coup, tous les collectionneurs se précipitent pour acheter en masse leur exemplaire. C'était le 2 février 2001, et cette affaire a provoqué une réaction tellement vive dans la communauté des joueurs que ce titre PC Engine s'est carrément hissé à la 3e place des meilleures ventes du site. On comprend donc mieux maintenant comment la cote du jeu a subitement dégringolé pour ne coûter plus qu'une poignée d'euros. Vous voyez, la Play Store regorge d'histoires complètement folles. Voilà, les enfants, ce sera tout pour aujourd'hui, vous pouvez filer en récré. Et pour la semaine prochaine, vous me ferez 10 parties de Circus Lido. Allez, au revoir. J'ai pas le courage de leur dire que ces 4000 euros, c'est moi qui les avais claqués. Oh, et puis j'ai encore mal aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, c'est l'heure de se séparer. Je vous rappelle que Tomb Raider va bientôt sortir, le 5 mars 2013. Moi, je retourne, après mon voyage, mon séjour à Paris, je retourne à San Francisco, terminer ce qui reste à terminer sur Tomb Raider. Alors, je vous dis en bon québécois, salut et à la prochaine.